Alors, on va commencer tout doucement. Donc déjà, bonjour, je m'appelle Alexandrine Martel, je suis consultante formatrice QSE en sein de Pixfor. L'objectif de ce webinaire, c'est de savoir comment répondre à mes obligations réglementaires. Donc déjà, je vais revenir sur quelques rappels essentiels concernant REACH. Ensuite, nous verrons si vous êtes ou pas concerné par ces obligations réglementaires, en faisant par contre un focus sur certaines typologies de personnes. On verra derrière c'est quoi vos obligations associées. Et le dernier point, ça sera comment optimiser mes coûts liés à la démarche d'enregistrement. Et tout à la fin, ça sera justement le temps des questions-réponses. Donc si vous en avez, j'essaierai d'y répondre au mieux à ce moment-là. C'est parti. Alors, les rappels essentiels concernant REACH 2018. Alors déjà, ça veut dire quoi REACH? REACH signifie enregistrement de toutes les substances fabriquées ou importées à plus de 1 tonne par an, sous 11 ans. Donc, le processus a commencé à peu près en 2017. Deuxième point, évaluation des propositions d'essai, des dossiers d'enregistrement et des substances. Troisième point, il y a effectivement la notion d'autorisation pour les substances jugées extrêmement préoccupantes. Et dernier point, la notion de restriction pour gérer les risques liés à d'autres substances chimiques. Donc REACH, enregistrement, évaluation, autorisation, restriction pour les substances chimiques. Donc ceci va se résumer en 3 procédures. Une procédure d'enregistrement pour toutes les substances, une procédure d'autorisation pour les plus préoccupantes et une procédure de restriction pour celles conduisant à un risque jugé inacceptable. Donc sur la partie procédure d'enregistrement. Donc afin de répertorier les substances et d'encadrer leurs risques, les entreprises doivent désormais enregistrer. Cet enregistrement consiste pour les entreprises à constituer des dossiers comportant des informations sur les substances chimiques fabriquées ou importées dans l'Union européenne, si celle-ci représente telle qu'elle ou dans un mélange une quantité supérieure à 1 tonne par an. Et là-dessus, vous aurez le fameux dossier Euclide à monter. La deuxième procédure, qui est la procédure d'autorisation. Donc, c'est pour les substances que l'on juge les plus préoccupantes, ce qui veut dire susceptibles de provoquer des effets irréversibles, graves, sur la santé ou l'environnement. L'objectif de cette autorisation, en fait, c'est de parvenir à la substitution des substances les plus dangereuses par des substances ou des technologies plus sûres pour la santé humaine et l'environnement. On a à peu près 30 substances qui sont concernées par cette autorisation. Alors, quelques exemples de substances, vous allez retrouver par exemple HBCDD, le retardateur de flamme, DEHP, un phthalate qu'on utilise en fait dans les plastifiants, PVC, revêtements de sol, ou le chromate de plomb utilisé dans les peintures ou le vernis par exemple. La dernière procédure, qui est la procédure donc, de restriction pour celles conduisant à un risque jugé inacceptable. Donc dans ces cas-là, il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser cette substance pour certains usages représentant un risque jugé inacceptable pour la santé ou pour l'environnement. Donc là, on a à peu près 60 substances qui sont concernées, ou groupes de substances qui sont concernées. Donc là-dedans, vous allez retrouver par exemple le benzène dans les jouets, le nickel dans les bijoux et autres articles au contact avec la peau, tels que les fermetures éclairs par exemple des vêtements, ou certains éthers de glycol dans les peintures. Donc si je reviens un petit peu en historique de mes quelques dates clés, on avait en 1er juin 2017, ça y est, REACH entre en vigueur. En 2008, vous aviez l'entrée en vigueur de l'enregistrement ou du pré-enregistrement des substances bénéficiant d'un régime transitoire. En 2015, il vous avait été demandé que vos mélanges chimiques soient classés, étiquetés et emballés conformément au règlement CLP. Et là maintenant, pour ceux qui ont un tonnage supérieur à 1 tonne par an, il existe pour le 1er juin 2018 une date limite d'enregistrement des substances préenregistrées, fabriquées ou importées à plus de 1 tonne par an. Donc la question qui est à se poser maintenant, est-ce que je suis concernée par cette fameuse réglementation REACH 2018? Pour ce faire, souvent on se dit une entreprise industrielle ou tertiaire peut être concernée par REACH, même si son activité principalement n'est pas la fabrication de produits chimiques de plus d'1 tonne par an. Donc ne sont concernés pas que les fabricants de produits chimiques, c'est beaucoup plus large que ça en fait. Donc voici pour moi les 5 typologies de personnes qui peuvent être concernées par REACH. Si vous êtes fabricant, importateur, distributeur, utilisateur en aval ou représentant exclusif. Alors je reviens sur la notion de fabricant. Je suis fabricant si je fabrique une substance pour le compte d'un tiers et que je suis désigné comme étant fabricant, exemple d'un sous-traitant. Je ne suis pas fabricant si j'utilise des produits chimiques pour produire des articles. Dans ces cas-là, je serai plutôt jugé comme étant utilisateur en aval.
Donc, si je résume, un fabricant doit être implanté au sein de l'Union européenne et fabriqué. Mon importateur. Alors, l'importation, c'est quoi? C'est l'introduction physique de substances telles quelles ou contenues dans des préparations ou dans des articles sur les territoires douaniers de la communauté. Je ne suis pas importateur si mon fournisseur n'est pas établi dans l'Union européenne, s'il n'a pas nommé un représentant exclusif établi dans l'Union européenne pour enregistrer cette substance. Donc, je suis importateur si je suis implanté au sein de l'Union européenne et j'importe en France des substances ou mélanges fabriqués en dehors de l'Union européenne. Distributeur, c'est quoi un distributeur? Un distributeur, ça peut être un détaillant, un grossiste ou un fournisseur. Je ne suis pas distributeur, par exemple, si j'achète des substances chimiques au sein de l'Union européenne, que je les mélange à d'autres substances avant de les fournir à d'autres acteurs. Là, ça sera plutôt la notion d'utilisateur en aval. Donc, je suis distributeur si je suis implanté au sein de l'Union européenne, j'entrepose et mets sur le marché une substance pour une tierce partie, y compris sous ma propre marque, sans changer ma composition chimique. Utilisateur en aval. Donc, je ne suis pas utilisateur en aval si mon fournisseur, toujours pareil, est situé hors de l'Union européenne et qui n'a pas désigné de représentant exclusif. Dans ce cas-là, on sera dit importateur. Donc, je suis utilisateur en aval si je suis implanté au sein de l'Union européenne et que j'utilise une substance, soit de façon intacte, soit dans un mélange, en vue d'une utilisation industrielle ou professionnelle, et mon fournisseur est aussi situé dans l'Union européenne. Le dernier cas, donc le cas du représentant exclusif, je ne suis pas représentant exclusif si mon fournisseur est un distributeur, et donc je suis représentant exclusif si, pareil, je suis établi dans l'UE, désigné par un fabricant, producteur de mélange ou producteur d'un article établi en dehors de l'UE, pour répondre aux obligations des implantateurs. Donc ça, c'est les personnes qui sont concernées. Alors, il faut savoir qu'en plus de cela, se rajoutent des exemptions. Donc si vous voulez, on pourra en parler dans la partie questions-réponses, en fonction du type de produit que vous allez bien évidemment fabriquer, produire ou exporter. Donc maintenant, on va voir au travers de ce webinaire mes obligations. Alors juste avant, pour résumer sur qui est concerné, je vous ai fait un petit topo sur, en gros, si vous cochez au moins une réponse parmi ces 5 exemples, vous êtes concerné par REACH 2018. Donc en gros, si vous achetez des substances chimiques ou des mélanges, en France, dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, bingo, vous êtes concerné par REACH 2018. Je formule un mélange chimique, je suis concerné par REACH 2018. J'utilise des substances chimiques ou des mélanges pour fabriquer un article, là encore, REACH 2018. J'interviens dans la chaîne de fabrication de maintenance d'un article et j'utilise des substances chimiques, REACH 2018. Et dernier cas, j'importe des articles pouvant contenir des substances chimiques, REACH 2018. Donc si vous cochez au moins une de ces réponses, pour moi, vous êtes concerné. Au delta près, comme je vous disais, des exemptions sur lesquelles on reviendra, si vous le désirez, dans la partie questions-réponses. Donc sur mes obligations, donc je vous propose en fait d'échanger au travers de ce webinaire uniquement sur les obligations des fabricants, représentants exclusifs et importateurs. Pour ceux qui seraient utilisateurs en aval ou distributeurs, si vous le voulez, on pourrait échanger par la suite sur ces deux particularités-là. Donc, mes obligations en tant que fabricant, importateur, représentant exclusif. Donc, déjà, vous devez vérifier si votre substance n'est pas soumise à autorisation ou restriction de production ou d'utilisation. Première hypothèse, vous êtes soumis à autorisation. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez suivre la procédure de demande d'autorisation pour pouvoir continuer à l'utiliser après la date fixée. Si vous êtes soumis à restriction, vous devez vous conformer aux conditions d'utilisation et respecter le cas échéant des interdictions d'usage. Ça, c'est votre premier travail. Deuxième travail, vous êtes toujours fabricant, importateur, représentant inclusif. Vous devez enregistrer chaque substance que vous mettez sur le marché européen à plus d'1 tonne par an. Alors, premier cas, vous avez déjà préenregistré cette substance en 2008, car vous la produisiez ou l'importez à plus d'1 tonne par an. Donc, dans ce cas-là, soit elle a déjà été enregistrée en novembre 2010, soit elle a déjà été enregistrée en 1er juin 2013. Donc, pas de problème. Soit vous êtes concerné par la date qu'on a expliquée précédemment, à savoir le 31 mai 2018. Donc, vous devez enregistrer parce que votre substance est comprise entre 1 tonne et 100 tonnes par an. Donc, pour ce faire, il faudra être actif au sein du CIEF et prendre contact avec le déclarant principal. Alors déjà, le déclarant principal, on l'appelle aussi lead registrant, ça veut dire quoi? Il va prendre en charge la soumission de la partie commune du dossier d'enregistrement. Il faut savoir qu'il peut y avoir qu'un seul déclarant principal et un seul dossier de soumission conjointe pour chaque substance. Une fois que le dossier de soumission conjointe est déposé par le lead registrante, déclarant principal, il revient à chaque déclarant de déposer son dossier individuel et de payer sa redevance. Le CIEF, c'est quoi?
Vous l'avez peut-être entendu aussi au nom du FEIS, c'est le forum d'échange d'informations sur la substance. Pour la deuxième hypothèse, vous n'avez pas préenregistré la substance car c'est la première fois que vous la produisiez ou l'importez à plus d'1 tonne par an. Donc là, vous allez devoir contacter l'ECHA. L'ECHA, c'est l'Agence européenne des produits chimiques, pour savoir si votre substance a déjà été préenregistrée ou enregistrée. Si c'est le cas, si elle a déjà été préenregistrée ou enregistrée, l'ECHA vous en informera et vous mettra en relation avec le CIEF concerné, afin que vous puissiez vous enregistrer. Si ce n'est pas le cas, si ça n'a jamais été préenregistré ou enregistré, ça sera à vous de monter le dossier et de l'envoyer à l'ECHA. Donc maintenant, on va aller un peu plus en détail sur cette partie, comment optimiser les coûts liés à ma démarche d'enregistrement. Donc déjà, en termes de généralité, les coûts associés au processus d'enregistrement REACH se découpent en 3 catégories. Vous allez retrouver les coûts de la partie conjointe du dossier ou dossier principal, les coûts de la partie spécifique du dossier qu'on appelle aussi dossier membre, et les coûts de la redevance de l'ECHA. Sur la partie conjointe, en fait, l'objectif c'était quoi? Éviter la répétition des études sur une même substance, uniformiser les éléments de classification d'étiquetage pour une même substance. Donc ça permet aussi, par le biais de ce partage de données, de réduire considérablement les coûts. Alors cet échange d'informations pour la partie conjointe va se faire au sein de votre CIEF, où vous devrez vous acquitter de frais auprès du déclarant principal ou des autres membres. Donc le CIEF, comment ça va fonctionner? Donc vous avez le déclarant principal qui va se charger de cette partie commune du dossier d'enregistrement, et les déclarants membres achèteront les droits d'accès à la partie commune via la lettre d'accès. La lettre d'accès, c'est ce qu'on appelle la Letter of Access, et vous allez soumettre en plus un dossier membre. Donc le coût de la Letter of Access peut varier fortement d'une soumission conjointe à une autre. Ça va dépendre en fait du nombre d'études qui sont incluses dans ce dossier et du nombre de membres qui ont déjà rejoint cette soumission conjointe. Après, il faut aussi noter que vous ne paierez que pour les données requises pour votre bande de tonnage, uniquement votre bande de tonnage, et non pas toutes les données incluses dans le dossier du déclarant principal. Donc là aussi, vigilance sur ce point-là. Allons maintenant sur la deuxième partie du coût, à savoir la partie spécifique. Donc c'est certaines données qui sont spécifiques à votre entreprise, la fabrication, l'utilisation de substances. Donc pour ce faire, vous allez devoir fournir des données analytiques. Alors, il faut savoir que ça coûte à peu près entre 1 500 à 4 000 euros de test pour une substance monoconstituante. À cela se rajoutera les coûts de CSR, alors uniquement pour ceux qui ont des quantités supérieures à 10 tonnes par an. Donc par rapport à ça, il faut savoir que si la partie CSR n'est pas partagée avec le déclarant principal, donc le déclarant membre devra compléter ses chapitres de CSR. Alors CSR voulant dire Chemical Safety Report. Donc ils vous sont propres, ainsi que les chapitres 9 et 10, celui dont le dossier va inclure des scénarios d'exposition. Alors ça veut dire quoi n'est pas partagé par le déclarant principal? En fait, ça veut dire que soit ce n'est pas compris dans la LOA, soit ça ne couvre pas l'usage que le déclarant membre fait de votre substance. Donc c'est pour ça que vous devez vous en acquitter. Les derniers points, le dernier coût, à savoir la redevance de l'ECHA. Donc ces coûts sont fixés par l'ECHA, selon l'article 74 du règlement CE 1907-2006 relatif aux redevances et droits, qui va préciser les modalités, les coûts liés à l'enregistrement. Donc là encore, ça va dépendre du tonnage de votre substance et de la taille de votre entreprise. Donc pour diminuer ces frais, on a justement, alors, petit point, souvent on entend j'ai une quantité qui est comprise entre 1 et 10 tonnes, donc je n'ai pas à payer cette redevance de l'ECHA. Alors attention, vigilance, c'est pas forcément vrai. Donc ça va concerner uniquement le déclarant principal et ça n'exemptera pas de la constitution du dossier d'enregistrement. Donc vigilance sur ce point-là. Par contre, si vous faites une soumission conjointe, là, effectivement, alors soumission conjointe voulait dire soumission réalisée par 2 ou plus de déclarants potentiels. Donc là, vous allez effectivement pouvoir réduire vos frais. Donc, je vous ai mis en fait, grosso modo, dans le tableau les quantités, la soumission, combien ça vous coûterait individuellement par substance, et combien ça reviendrait quand on fait une soumission conjointe. Donc là, vous pouvez effectivement, par ce biais-là, réduire vos frais. Autre chose à noter, il existe aussi des réductions pour tout ce qui est petite et moyenne entreprise. Donc, selon la taille de la structure, en fait, vous allez pouvoir avoir des réductions de 30%, 60%, 90%. Donc ça a été accordé par la Commission européenne. Donc je vous ai remis concrètement ce qu'on considérait comme étant une micro-entreprise, donc à savoir un effectif inférieur à 10 personnes, un certain chiffre d'affaires annuel ou un résultat de bilan. Idem pour la petite entreprise, donc entre 10 et 49 salariés, pour la moyenne entre 50 et 249 salariés,
avec toujours les chiffres qui sont en lien pour le chiffre d'affaires annuel et les résultats de bilan. Donc, je vous propose maintenant d'attaquer la partie questions-réponses. Donc déjà, juste à noter, il faut savoir que là, nous sommes dans le dernier webinaire de la saison. Donc, on reviendra sur le webinaire à la rentrée. Donc, il y aura d'autres petits webinaires de prévus dès la rentrée. Donc, avez-vous des questions à ce sujet? Voyons voir les questions. Alors, visiblement, je n'ai pas de questions. N'hésitez pas à m'en poser, donc, notamment sur les parties d'exemption de produits chimiques ou sur les autres particularités. Je vous écoute. Pour l'instant, pas de questions. Bon, ça veut dire peut-être que j'ai été suffisamment claire. Alors, juste pour information, tout le webinaire en fait, que l'on vous a proposé sera accessible sur Internet. Donc, on l'enverra par la suite. Donc, tous les replays du webinaire sont envoyés par mail à tous les participants durant les quelques jours qui suivent et seront également mis à disposition sur le blog. J'attends toujours les questions. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à tout ça. Après, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur... Alors, je suis passée assez rapidement sur vos obligations, donc sur les autres parties. Alors, j'ai une question sur les produits chimiques, justement, qui sont exemptés. Je vais pouvoir revenir un peu dans les là-dessus. Alors, ne sont pas concernés, en fait, par la partie RID 2018, les substances qui sont utilisées pour des activités de recherche et de développement, donc axées sur les produits et les processus. Donc, ce sera en fait exempté d'enregistrement pendant 5 ans. Après, par contre, vous devrez déclarer vos activités de RDAPP à l'ECHA. Les substances qui sont utilisées dans les aliments ou les aliments pour animaux, les substances qui sont utilisées dans les médicaments à usage humain ou usage vétérinaire, les substances actives utilisées dans les produits biocides ou les produits phytopharmaceutiques. Donc là-dessus, on retrouvera aussi ceux qui sont considérés comme des substances ayant déjà fait l'objet d'enregistrement. Donc c'est la partie exemption. D'autres questions sur la partie exemption? Oui, c'est bon. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous souhaite à très bientôt.